Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de cours que je vais donner ici, si j'arrive à démêler mes lunettes du micro, ce qui n'est pas certain. Voilà. Alors, le thème de cette année pour le cours est Histoire sans frontières, qui a normalement une unité de lieu, mais qui a peut-être changé, puisque normalement nous étions dans l'amphithéâtre Budet, et on va voir si entre Budet et Marguerite de Navarre, comment se distribue la répartition du lieu même du cours dans les semaines suivantes. C'est un cours qui a une variété quant au temps, puisque vous avez vu, les dates sont affichées dans la cour, et il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. Le prochain a lieu le 3 novembre. Peut-être ici, peut-être à Budet, dans l'amphi Budet, les collègues ici décideront au dernier moment. Alors pourquoi ce thème? D'abord, je vais commenter les deux mots, histoire au pluriel. L'idée étant de croiser d'un côté des réflexions sur l'histoire comme exercice de savoir, comme discipline de connaissance, comme représentation du passé, d'un passé qui fut et qui n'est plus, donc l'histoire des historiens, ou avant eux des chroniqueurs, ou des historiographes, et de l'autre côté, histoire au pluriel, c'est-à-dire les appropriations multiples par la fiction du passé, que ces appropriations prennent la forme du mythe ou la forme de la littérature. Et aujourd'hui, j'essaierai donc de réfléchir dans ce premier cours, qui aura la forme assez peu habituelle pour moi d'une conférence avec un texte rédigé. Vous savez que je préfère en général une forme plus libre et plus improvisée d'intervention, qui est plus facile, je pense, à suivre. Mais aujourd'hui, je commencerai avec cela pour une réflexion sur les rapports, sur les différentes formes de présence du passé au présent, c'est-à-dire les compétitions ou les articulations entre le passé de la mémoire, le passé de la littérature et le passé de l'histoire. Alors pourquoi sans frontières? D'abord parce que, comme dans les cours précédents, je voudrais considérer, soit dans leur comparaison, soit dans leur entrecroisement, des œuvres historiques ou littéraires qui appartiennent à différents espaces linguistiques, parfois qui sont aussi des espaces nationaux ou étatiques, et ceci dans l'Europe moderne, entre la fin du XVe et le XVIIIe siècle. Et comme certains le savent aussi, ces espaces linguistiques que je peux maîtriser sont ceux qui nous renvoient à la France, à l'Angleterre et à l'Espagne. C'était là d'ailleurs les horizons géographiques des précédents cours au Collège de France, les premiers consacrés à une pièce perdue de Shakespeare, Cardenio, qui est devenu maintenant un livre, et les seconds ou troisièmes consacrés soit à l'histoire des textes de théâtre, plus généralement, au-delà de Shakespeare, mais qui jouait aussi sur le rapport de similitude ou de différence entre France, Espagne, il faudrait mettre au pluriel aussi, les Espagnes, et l'Angleterre, ou bien encore le cours qui était consacré à qu'est-ce qu'un livre. Donc, sans frontières au sens strict, c'est-à-dire d'enjamber des frontières nationales. D'autre part, sans frontières en termes d'enjambement des disciplines de savoir, puisque dans ce cours, il sera question d'histoire culturelle, de sociologie des textes, de critique littéraire, voire même de l'approche philosophique, soit parce que peuvent être objets d'analyse des appropriations historiennes de textes littéraires, soit parce qu'on peut se reporter dans le passé et utiliser des catégories, par exemple, philosophiques pour décrire des réalités anciennes. Et un thème, pour ceux qui auraient lu les contenus probables des cours tels qu'ils sont affichés, un thème fondamental étant comment des œuvres littéraires, en particulier théâtrales, en leur temps, se sont appropriées des historiens de leur temps, c'est-à-dire des chroniqueurs ou des historiens, pour à la fois s'inspirer de leur relation du passé et en même temps pour la déplacer à des fins qui n'étaient pas celles d'une connaissance adéquate du passé, mais qui était celle de produire des représentations collectives, des affects, des émotions ou des désirs et des rêves. Et puis pourquoi sans frontières aussi? Parce que c'est une discussion qui anime beaucoup
les journaux, les colloques, les publications des historiens aujourd'hui, c'est-à-dire comment trouver des formes pour se libérer de l'histoire, libérer l'histoire d'un cadre trop longtemps uniquement, hégémoniquement, ce qui était celui donné par l'État-nation, c'est-à-dire un cadre dans lequel on déployait ce que certains ont appelé le roman national, les origines de la nation jusqu'à son présent, ou bien encore un cadre qui définissait, même pour des objets qui n'étaient pas l'histoire nationale, définissait un cadre donné, comme par exemple pour les littératures nationales. Et du coup, une recherche importante parmi les historiens est de trouver quels sont les moyens de se libérer de cette donnée hégémonique, comment construire une autre histoire qui est à la fois possible et nécessaire, et qui serait l'histoire que dans ce cours j'appellerais plutôt une histoire des croisements, si l'on entend par là le mot croisement au sens de rencontre entre des textes, entre des œuvres, dans le même temps ou à distance chronologique, et si l'on entend aussi croisement dans un sens peut-être plus biologique ou plus zoologique ou botanique, c'est-à-dire celui de l'hybridation, du fait que naît une réalité nouvelle de l'entrecroisement d'éléments qui lui sont antérieurs. Alors, comme vous le savez aussi, ce cours dure 2 heures avec une petite pause qu'on fait le plus bref possible, de 5 minutes entre les deux heures. Et je vais essayer de donner des unités thématiques à chacune des heures. Par exemple, aujourd'hui, de donner sous cette forme d'une conférence la réflexion sur le passé au présent, histoire, littérature, mémoire. Et puis, dans la deuxième heure, d'entrer dans une première analyse qui serait un peu comme une illustration, mais pour le passé, de cette compétition, de cette articulation. Et cette analyse portera sur une pièce de Shakespeare, la seconde Henri VI, un acte de cette pièce de Shakespeare, l'acte 4, et plus particulièrement la manière de représenter sur la scène une révolte populaire, et avec l'ambiguïté, les distorsions et les effets que produit cette représentation d'un passé historique au présent, qui est celui du moment de représentation de la pièce. Alors, entrons dans un cadre un peu général, qui est celui donc de comment penser les relations qui assurent dans un présent, par exemple le nôtre, des présences diverses du passé. Je reviendrai au titre de ma leçon inaugurale, c'est-à-dire écouter les morts avec les yeux, escucho a los muertos con los ojos, c'est-à-dire un vers de Quevedo qui reprenait d'ailleurs des vers des anciens, qui me paraissait désigner avec une grande acuité non seulement le respect de ce poète, Quevedo, pour les anciens maîtres qui avaient déjà forgé cette formule, écouter les morts avec les yeux, mais aussi finalement ce vers pouvait désigner la relation qu'entretiennent les historiens avec les hommes ou les femmes du passé dont ils veulent comprendre et faire comprendre aux auditeurs, aux lecteurs, les souffrances et les espérances, les raisons ou les déraisons, les décisions et les contraintes. Et ce que l'on peut dire, c'est que parmi les historiens, seuls les historiens du temps contemporain peuvent donner un sens littéral à cette expression, non pas d'écouter les morts avec les yeux, mais d'écouter les vivants avec les oreilles, puisque grâce aux techniques de l'enquête orale, les historiens du contemporain, mais aussi les sociologues ou les ethnologues, peuvent avoir une écoute attentive des mots mêmes de ceux et de celles dont ils écrivent l'histoire. Mais tous les autres historiens n'ont pas ce recours possible et doivent écouter les morts seulement avec leurs yeux et retrouver les paroles anciennes dans des archives qui en ont conservé une trace écrite. Alors, pour leur grand désespoir, les traces laissées sur un support de l'écriture, papyrus ou pierre, parchemin ou papier, ces traces n'enregistrent le plus souvent et pour le plus grand nombre que des silences. Les silences de ceux qui n'ont jamais écrit, les silences de ceux dont les paroles, les pensées ou les actes étaient sans importance pour les maîtres de l'écriture.
En effet, sont rares dans la documentation historique les documents où, en dépit de la trahison nécessaire imposée par la transcription du scribe, la transcription du juge, la transcription du lettré, rares sont ces documents où peuvent se lire, donc d'une certaine manière métaphoriquement s'écouter, les mots mêmes des morts, qui ont été, dans une situation particulière, obligés à dire leurs croyances, à raconter leurs gestes, à rappeler leurs actions, ou même parfois à raconter leur vie. C'est dans cette absence que les historiens s'affrontent à un défi paradoxal, un défi redoutable, c'est-à-dire écouter des voix muettes. Mais il est sûr aussi que la relation aux morts qui habitent le passé ne peut pas se réduire à la lecture des écrits qu'ils auraient composés ou qui parlent d'eux, même sans nécessairement le vouloir. En ces dernières années, peut-être plus encore qu'auparavant, mais peut-être pas plus qu'au XIXe siècle, les historiens ont pris conscience qu'ils n'avaient pas le monopole de la représentation du passé et que la présence du passé pouvait être portée par des relations à l'histoire qui étaient sans doute infiniment plus puissantes que les relations qu'ils établissent par leurs propres écrits. Et ce sont ces relations que je voudrais évoquer dans ce premier cours en soulignant la parenté, mais aussi les différences qui existent entre ces relations au passé, qui sont celles de la mémoire ou celles de la fiction, et la relation au passé qui est celle de l'histoire des historiens. Il faut le faire d'abord, même si c'est un thème que je ne toucherai sans doute que dans le troisième cours, il faut le faire d'abord parce que les morts hantent les mémoires. Et dans ce cas-là, pour les mémoires, rencontrer les morts n'est pas les écouter avec les yeux, n'est pas déchiffrer leur présence dans l'écrit, mais les retrouver sans la médiation de l'écrit, dans l'immédiateté du souvenir qui surgit sans que l'on l'ait nécessairement voulu, ou dans la quête de ce que les anciens appelaient l'anamnèse, rechercher un souvenir dans la mémoire, ou encore dans la construction institutionnelle, sociale, culturelle des mémoires collectives. Donc il y a là une première compétition, une première relation, le passé des mémoires et le passé de l'histoire. La seconde est le fait que les historiens ont dû admettre, de bon ou de mauvais gré, que la force ou l'énergie des fictions, le mythe, ou plus encore les fables, la littérature, cette énergie-là est capable de redonner vie aux âmes mortes avec beaucoup plus de force que les écrits de l'histoire comme discipline de savoir. Cette volonté quasi démiurgique de redonner vie aux âmes mortes caractérise peut-être la littérature tout entière, avant ou après le moment historique où ce mot commence à désigner ce qu'aujourd'hui nous appelons littérature, et qui, comme je l'ai souvent rappelé ici, suppose que soit articulée, nouée ensemble, à la fois la notion d'individualité de l'écriture, l'auteur, l'écrivain, la notion d'originalité de l'œuvre et la notion de propriété intellectuelle. Mais dès avant le moment où la littérature suppose l'association de ces trois notions, la résurrection littéraire, entre guillemets, des morts prend un sens fort et parfois littéral lorsque certains genres s'emparent du passé. On peut évoquer ainsi l'épopée, le souffle inspiré de l'épopée. On peut évoquer la minutie narrative, descriptive du roman historique. On peut évoquer, bien sûr, le théâtre, lorsque sur la scène du théâtre, les acteurs de l'histoire se trouvent pour un temps réincarnés par les acteurs de la troupe. Du coup, on peut dire que d'un côté, les œuvres de fiction, ou du moins certaines d'entre elles, qui plus que d'autres possèdent cette énergie de redonner souffle et vie aux âmes mortes, et d'un autre côté, la mémoire ou les mémoires
qu'elles soient individuelles ou collectives, résultat d'une quête ou surgissement du souvenir, les deux, fiction et mémoire, donnent au passé une présence qui est souvent plus forte, bien plus forte, que celle proposée par les livres des historiens. Ce sont donc ces concurrences et ces compétitions que je voudrais analyser dans ce premier exposé. La mémoire d'abord. Et ici, nous avons un support puissant, le livre de Paul Ricoeur, Mémoire, Histoire, Oubli, un livre publié peu de temps avant la mort de Ricoeur, en 2000. Et dans ce livre, on peut trouver dessinées les différences les plus fortes qui séparent mémoire et histoire. La première différence serait celle qui sépare le témoignage du document. Le premier, le témoignage, est inséparable du témoin et suppose que ce que dit le témoin soit tenu ou non pour recevable. Le second, le document, quelque trace historique que ce soit transformée en document par l'historien, donne accès à des événements, je cite Ricoeur, réputés historiques qui n'ont jamais été le souvenir de personne. On a donc une opposition tranchée entre d'un côté le témoignage dont le crédit est fondé sur la confiance que l'on accorde au témoin et de l'autre côté le document est ce que certains historiens ont appelé sa nature indiciaire, la manière dont il renvoie au passé dont il est la trace. À l'acceptation ou à la récusation de la crédibilité de la parole qui témoigne pour le fait, que ce soit devant un tribunal ou devant dans l'espace public, est substitué, dans le cas de l'histoire, l'exercice critique qui soumet au régime du vrai et du faux, du vérifiable et des réfutables, les traces du passé rencontrées dans ce que l'historien a construit comme document. Première différence, le document contre le témoignage. Une deuxième différence à suivre, la démarche méticuleuse et précise de Ricoeur, est l'opposition entre, d'un côté, l'immédiateté de la réminiscence, ce souvenir qui surgit dans la mémoire ou que, avec le travail de l'anamnèse, on a retrouvé, et de l'autre côté, la construction explicative de l'histoire. Et évidemment, ici, on peut se référer à des explications multiples. Les historiens, parfois les mêmes ou parfois des historiens différents, peuvent préférer une explication par des régularités, des causalités qui sont inconnues, méconnues par les acteurs. D'autres historiens ont préféré, surtout dans les dernières décennies, des explications qui s'appuient sur les lexiques, les raisons, les décisions conscientes, volontaires des acteurs. Et parfois, les deux éléments peuvent être combinés, supposant qu'une société ou un individu est à la fois ce qu'il croit qu'il est et en même temps ce qu'il ignore qu'il est. Mais dans les deux cas, on a affaire à une explication de ce qui est advenu, qui est opposée à cette immédiateté de la réminiscence. Et dans son livre, Paul Ricoeur a choisi de privilégier la notion de représentation pour analyser quelles sont les modalités de la compréhension historienne et qui ne sont pas celles du souvenir. D'une part, parce que la notion de représentation a un double statut dans le travail des historiens. D'un côté, elle peut désigner des objets d'étude. Et une histoire des représentations s'est construite, j'y reviendrai sans doute au cours de ce cours, qui est fondé un peu sur cette idée aussi, que les représentations individuelles ou collectives sont à la fois le produit de mécanismes historiques et en même temps les produisent par leur force, par leur prégnance. Donc les représentations sont des objets de l'histoire, mais en même temps, le terme désigne le statut même de l'histoire. L'histoire n'est pas le passé tel qu'il fut, il est une représentation la plus adéquate, la plus contrôlée possible d'un passé qui n'est plus. Et donc la notion de représentation tient en elle-même
cette ambivalence de désigner des classes d'objets pour l'enquête historique et d'autre part le régime même d'un énoncé d'historien. D'autre part, l'attention portée à la représentation, à la fois comme objet de connaissance et comme opération ou statut de connaissance, permet de reprendre une réflexion qui s'est ouverte il y a maintenant déjà 15 ou 20 ans sur les échelles du travail historien et les effets de connaissance que produisent leurs variations. D'un côté, l'ensemble des discussions autour d'une réduction de l'échelle d'observation pour obtenir une densité documentaire et explicative plus forte avec l'enquête micro-historique, et d'un autre côté, comme on le voit dans ces dernières années, et particulièrement mois, un élargissement de l'échelle de l'observation avec les différentes formes de retour à une histoire plus globale. Troisième écart entre mémoire et histoire, d'un côté la reconnaissance du passé par la mémoire, et de l'autre côté la représentation, comme je viens de dire, du passé par l'histoire. Et du coup, se trouve comme opposé la fidélité que suppose la relation de la mémoire avec le passé et d'autre part la vérité qui doit être contrôlée, qui est celle à laquelle prétend l'histoire. Une vérité qui est fondée sur un traitement considéré comme adéquat des documents qui sont autant de traces du passé et qui est construite aussi sur des modèles d'intelligibilité qui sont choisis pour l'interprétation, comme je le disais, soit l'accent porté sur des mécanismes historiques ignorés, non perçus et non perceptibles par les acteurs de l'histoire, ou de l'autre côté, la prise en compte de leur stratégie consciente, de leurs intentions volontaires, des mots même à travers lesquels, lorsqu'ils ont été recueillis, ils désignent leurs pensées et leurs actions. Donc, il y aurait là une très grande opposition sur ces trois registres entre le passé de la mémoire et le passé de l'histoire. Mais on ne peut pas nécessairement s'en tenir seulement là, dans la mesure où, comme le fait remarquer Paul Ricoeur, dans chacun de ces moments, au moins théoriquement distingués, puisqu'ils peuvent être synchroniquement présents, dans chacun de ces moments, l'opération historique rencontre la nécessité de l'écriture et du coup emprunte des formes de l'écriture qui ne lui sont pas spécifiques, mais qui appartiennent aussi à l'écriture de la mémoire lorsqu'elle se donne dans l'écrit, ou on le verra à l'écriture de la littérature, des structures de narration, des figures rhétoriques, l'utilisation des images et des métaphores. Et cette littérarité de l'écriture historienne, travaillée depuis déjà longtemps par la mise en évidence des parentés des structures narratives ou des figures rhétoriques que l'on peut rencontrer dans un discours d'histoire, même lorsqu'il se donne sous les apparences d'une histoire sérielle, quantitative, sociale. Et d'autre part, ces mêmes structures ou ces mêmes figures à l'œuvre dans la fiction font que, comme le dit Ricoeur, cette littérarité peut être pensée comme venant croiser ou s'opposer à ce désir de référence, à ce désir de vérité qui est celui du récit historique. Et c'est justement dans cette distance qui est introduite entre le passé tel qu'il est représenté et les formes de discours qui le représentent au présent que se situe tout un ensemble de réflexions sur le statut de connaissance même de l'histoire. Comment accréditer la représentation historienne du passé du poids de vérité auquel elle prétend. Ricoeur, dans son livre, proposait deux réponses. La première est une réponse plus d'ordre épistémologique, on peut dire, puisqu'elle a à voir avec l'opération historique et distingue très clairement trois temps dans cette opération historique. Chaque historien confronté à l'objet qu'il a décidé ou construit. D'une part,
l'établissement des preuves documentaires qui vont servir à légitimer la second temps construction de l'explication, et le troisième temps étant celui de comment, dans l'écriture, cette explication fondée sur des preuves documentaires va être transmise au lecteur. Et c'est donc une distinction théorique, puisque les historiens peuvent à la fois établir des documents, ou du moins les analyser, suggérer des explications et écrire dans un même moment. Mais théoriquement, la distinction, analytiquement, la distinction entre ces trois phases de l'opération historique permet de sauvegarder en quelque sorte la capacité explicative et la possibilité de preuve de l'histoire par rapport à ce qui pouvait les endommager, c'est-à-dire le fait que l'histoire s'écrit avec les mêmes figures et les mêmes structures narratives que la fiction. Il y a une seconde réponse chez Ricoeur qui lui est plus personnelle, moins familière aux historiens, et qui renvoie finalement à la mémoire comme témoignage essentiel que le passé fut, et que ce n'est pas une illusion de la reconstruction historique. Et dans ce sens-là, après avoir méticuleusement marqué les différences entre témoignages et documents, réminiscences et explications, fidélité et représentation, Ricoeur marque un premier lien lorsqu'il considère la mémoire comme étant matrice d'histoire, je le cite, dans la mesure où elle reste la gardienne de la problématique du rapport représentatif du présent au passé. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de revendiquer la mémoire contre l'histoire, comme on a pu le faire dans certaines traditions, au XIXe siècle par exemple, chez certains écrivains, la puissance affective de la relation au passé de la mémoire, disqualifiant l'inertie du rapport historien au passé. Et on retrouverait d'ailleurs chez des romanciers comme Manzoni ou comme Balzac cette même revendication du roman comme étant la véritable histoire. Parce que d'un côté, il a ce rapport affectif et existentiel avec le passé à travers la mémoire, et d'un autre côté, parce que le roman, dans la définition des I Promessi Sposi ou bien de Balzac, s'attache à ce que les historiens ignoraient, c'est-à-dire le monde social, dans ses relations, ses contradictions, ses tensions. Il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit pas non plus de cette supériorité du rapport mémoriel au passé par rapport à un rapport historien tel que Joseph Yerushalmi l'avait montré dans la tradition juive, et la difficulté, d'ailleurs discutée par certains autres historiens du judaïsme ancien, de la naissance d'une histoire conçue comme discipline de savoir par rapport à un rapport mémoriel, rituel avec le passé. Il s'agit non pas de cela chez Ricoeur, mais il s'agit de montrer que la mémoire peut être le garant existentiel, ontologique, on va dire, de l'existence d'un passé qui a été et qui n'est plus. Et du coup, le discours historique y trouve l'attestation immédiate, évidente, de la référentialité de son objet, qu'il n'est pas une construction d'illusions, une production de fiction détachée de tout réel, comme certaines tentations sceptiques ont pu l'introduire, mais qu'il a ce garant fondamental de réel qu'est le passé qui fut et dont la mémoire se souvient. On voit donc qu'il y a là une première relation, on pourrait dire fondamentale, entre histoire et mémoire. Il en est d'autres, et on a bien vu comment le savoir historique peut aider à contribuer à dissiper des illusions ou des méconnaissances qui sont à la fois nécessaires mais en même temps peut-être source d'égarement pour les mémoires collectives. On peut voir à l'inverse comment les cérémonies de la remémoration, l'institutionnalisation des lieux de mémoire sont souvent l'origine d'enquêtes historiques originales. On pourrait le voir très concrètement dans des musées voués à une conservation mémorielle, mais qui sont en même temps des supports ou des incitations à une recherche historique. Donc il y a des liens qui s'entrecroisent en permanence dans le présent. Pour autant, évidemment, mémoire et histoire ne doivent pas être confondues, parce que la première est portée par des exigences existentielles, qui sont celles de communautés pour qui la présence du passé dans le présent est un élément essentiel
de la construction de leur être collectif. Ces communautés peuvent être nationales, régionales, religieuses, sexuelles, etc. Donc il y a là une exigence de vie qui lie le présent au passé de la mémoire. En revanche, l'histoire, elle, est inscrite dans un autre ordre, un ordre d'un savoir qui doit être universellement acceptable parce que susceptible de critères de validation et qui, du coup, peut être qualifié de scientifique. Il me semble qu'une des définitions les plus claires de cette scientificité, entre guillemets, de l'histoire est donnée par Michel de Certeau, et peut-être de manière paradoxale, puisqu'elle est donnée dans un livre, L'écriture de l'histoire, qui s'attache surtout à l'aspect de littérarité de l'histoire, comment les historiens écrivent, quelles sont les figures de discours, les structures de narration qu'ils empruntent ou qu'ils utilisent en même temps qu'elles sont utilisées ou empruntées par l'écriture de la fiction. Mais c'est dans ce livre, voué à l'écriture de l'histoire, que de Certeau définit, je crois, d'une manière extrêmement incisive cette quête, statut ou exigence de vérité lorsqu'il écrit qu'on peut dire que l'histoire produit des énoncés scientifiques, et le mot ne l'effraie pas, si l'on entend par là, je cite, la possibilité d'établir un ensemble de règles permettant de contrôler des opérations proportionnées à la production d'objets déterminés. Vous voyez que dans cette citation, tous les mots comptent. Production d'objets déterminés. Cela veut dire que le passé, pour un historien, n'est pas en lui-même un objet d'histoire. L'objet est construit, la question, le problème qui doit être résolu. Il y a donc là un premier élément qui est l'élément de la production de l'objet, de la construction de l'objet. Deuxième élément dans la citation, les opérations. Et on voit bien là qu'il renvoie à ce que depuis Marc Bloch, on pouvait appeler les pratiques du métier d'historien, la détermination de l'objet, le découpage et le traitement des sources qui lui sont adéquates, la mobilisation de techniques d'analyse quantitatives, statistiques, herméneutiques, matérielles, la construction d'hypothèses constamment soumises à ratification et finalement des procédures de vérification que l'historien ou d'autres historiens peuvent appliquer à l'explication historique qui est ainsi construite. Et de là, le troisième élément dans la citation, les règles et contrôles qui sont ces critères de validation et qui inscrivent l'histoire dans un régime de savoir partagé, défini par des critères de preuve qui, au moins dans une configuration historique donnée, sont considérés comme universels. Du coup, on voit qu'à travers cette citation, une opposition qui a souvent été faite pour montrer que puisque l'histoire écrit comme la fiction, le statut de la connaissance qu'elle produit n'est pas différent de celui de la fiction, de Certeau, et encore plus relu, si on voulait, à travers Ginsburg, montrent l'un et l'autre que connaissance et récit ne sont pas opposés, que preuve et rhétorique ne sont pas opposés, et chez Carlo Ginzburg, cela est montré par un retour à Aristote, montrant que dans la rhétorique d'Aristote, il n'y a pas simplement des arts de persuasion, mais il y a aussi la convocation de preuves qui sont externes au discours, et que finalement, savoir critique et narration ne sont pas opposés. Alors lorsqu'on change de registre et que l'on passe à la compétition ou à la concurrence entre histoire et fiction, là aussi, pour commencer, la distinction semble bien claire et bien tranchée, si l'on admet que dans toutes ses formes, mythiques, littéraires, métaphoriques, la fiction ne prétend pas représenter à l'identique le réel, et pas non plus s'en créditer. Alors que l'histoire, on vient de le dire, entend pour sa part de donner une représentation adéquate, disons scientifique, avec de Certeau, de la réalité qui fut et qui n'est plus, et mobilise pour ça ses propres techniques. En ce sens, on peut dire que le réel est à la fois l'objet de l'histoire et en même temps le garant du discours d'histoire. La distinction semble donc très claire entre fiction dans toutes ses formes, je vais surtout m'attacher à la forme littéraire de la fiction, et d'autre part l'histoire. Mais toutefois, beaucoup d'éléments viennent brouiller cette distinction si ferme et si claire. Le premier élément,
et qui va nous retenir pendant les semaines suivantes, est la mise en évidence de la force des représentations du passé proposées par la littérature. J'emploie maintenant, sans guillemets, l'anachronisme. La notion d'énergie, qui est une notion centrale dans un courant critique américain, le New Historicism, peut aider à comprendre comment et pourquoi certaines œuvres ont façonné beaucoup plus puissamment que les écrits des historiens les représentations collectives du passé. Il en va ainsi du théâtre au XVIe et XVIIe siècle, au moins dans les cas espagnols et anglais, Shakespeare et Lope de Vega. Il en va ainsi du roman, je viens de le dire, au XIXe siècle, de Manzoni à Balzac. Il en est ainsi du cinéma au XXe siècle. Lorsque théâtre, roman ou cinéma s'emparent du passé pour déplacer sur un registre de la fiction des personnages ou des événements historiques qui ont été, on voit qu'il y a un premier élément de vacillement de la distinction si claire entre fiction et histoire, dans la mesure où, lorsqu'elles ont une force particulière, ces œuvres acquièrent la capacité, comme l'a écrit Stephen Greenblatt, le praticien le plus détaché, le plus visible du New Historicism, ces œuvres ont cette énergie qui produit, organise, définit des expériences collectives avec le passé, des expériences qui peuvent être mentales dans les représentations ou parfois au théâtre, qui peuvent même avoir un aspect émotionnel, affectif, physique. Et évidemment, c'est dans ce cadre-là que je situerai la deuxième partie de cette première matinée, en revenant à une de ces représentations qui a pu puissamment contribuer à façonner une représentation d'un événement du passé, dans le cas anglais, c'est-à-dire une rébellion populaire de 1450, mais transfigurée par l'écriture de Shakespeare. Je cite simplement le cadre d'ensemble dans lequel se situera cette analyse, en rappelant, même si beaucoup le savent évidemment, qu'en 1623, lorsque sont rassemblées pour la première fois 36 pièces de Shakespeare, elles sont distribuées entre trois catégories. Deux peuvent être très attendues, tragédie et comédie, mais la troisième, les histories, les histoires, est une catégorie plus spécifique qui déploie sous une forme dramatique une histoire de l'Angleterre, avec évidemment des trous, mais avec aussi des blocs qui forment continuité de règne, depuis le règne du roi Jean jusqu'à celui d'Henri VIII. Et plusieurs fois, je suis revenu sur le fait de ce que supposait cette opération de regrouper 10 pièces sous la catégorie des histoires ou des histories. Elle supposait à la fois d'exclure d'autres pièces qui étaient fondées parfois sur les mêmes chroniques, mais qui portaient sur le Danemark ou l'Écosse, Hamlet et Roi Lear, qui deviennent des tragédies et ne sont pas considérées comme des histoires, et de plus une exclusion des histoires antiques, Jules César, Antoine et Cléopâtre, Coriolan, pour focaliser l'attention dans le folio sur une histoire, l'histoire nationale. Et dans ce cas-là, non pas le roman national, mais une histoire nationale mise en théâtre. Et donc, du coup, on voit que les récits des chroniques, des chroniqueurs, des historiens du temps sont transformés en une histoire dramatique continue de la monarchie et de la nation anglaise. Il est donc sûr que, comme le dit quelque part Hamlet, les acteurs sont les abrégés et les chroniques du temps, plus que les chroniqueurs eux-mêmes. Du coup, ces pièces historiques ont façonné, et durablement, pour leurs spectateurs et leurs lecteurs, une représentation du passé de la monarchie et de la nation anglaise beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que l'histoire écrite par les chroniqueurs que les dramaturges utilisaient, à commencer par Shakespeare, mais pas seulement lui, pour composer leurs intrigues. Et du coup, l'objet principal de l'analyse, et j'essaierai de le montrer avec cet exemple précis, est d'observer comment cette mise en théâtre de la chronique historique produit non seulement cette force et cette énergie, mais produit aussi des écarts, des distorsions,
des anachronismes. Et dans le cas de la rébellion de Jack Cade, que j'analyserai, on voit comment, pour construire cette rébellion de 1450, Shakespeare, d'un côté, va utiliser des chroniques qui ne portent pas seulement sur cet événement, mais sur des événements antérieurs, par exemple la révolte populaire et paysanne de 1381, que d'autre part, il va s'éloigner de la littéralité du récit des chroniques pour construire une histoire qui, comme souvent dans ces pièces historiques, est une histoire ambiguë, ambivalente, contradictoire, ouverte à une pluralité possible des interprétations. On voit donc que l'histoire des histories est fondée sur la distorsion des réalités historiques telles qu'au moins les chroniqueurs les avaient rappelées, et qu'elle propose toujours une représentation du passé au spectateur qui, d'un côté, peut être enrôlée au service de la cause de la dynastie, en particulier Tudor, et de l'exaltation du sentiment national, Jeanne d'Arc dans le premier Henri VI, l'utilisation patriotique d'Henri V, y compris au XXe siècle, mais qui, d'un autre côté, à l'intérieur de cette exaltation collective, monarchique et nationale, introduit des fissures qui sont celles d'une représentation ambiguë du passé, toujours traversée par l'indécision, la contradiction, la confusion, l'incertitude. Il y a là donc un travail dramatique, théâtral, littéraire sur la matière historique des chroniques qui, je crois, mérite attention parce qu'il produit des représentations plus puissantes que celles des chroniques. Et ce serait pour nous, évidemment, une question sur le présent. Où et qui produit les représentations les plus puissantes du passé? Les livres des historiens, les séries télévisées ou les films à matière historique, ou comme on le voit dans les dernières années ou derniers mois, le roman s'emparant d'une histoire qui n'a pas été ou qui a été mal écrite par les historiens. Une seconde raison qui fait vaciller la distinction si nette entre fiction et histoire réside dans le fait que la littérature peut s'emparer non seulement du passé comme matière, mais qu'elle peut aussi s'emparer, pour les imiter, pour les parodier, des documents et des techniques que l'histoire utilise pour manifester son statut de connaissance. En effet, parmi les dispositifs de la fiction qui peuvent saper l'intention ou la prétention de vérité de l'histoire, il faut faire place à ce que Roland Barthes avait appelé l'effet de réel. Pour Barthes, l'une des modalités essentielles de ce qu'il appelle l'illusion référentielle, c'est-à-dire de construire un référent, mais qui est illusoire, qui n'a pas d'existence, ni dans le présent, ni dans le passé, pour construire cette illusion référentielle, une des techniques les plus utilisées par les formes de l'écriture réaliste est de produire des effets de réel. Et du coup, de considérer que dans le passé antérieur, c'est la catégorie du vraisemblable qui pouvait assurer la parenté entre histoire et fiction. Et il indique là une piste extrêmement intéressante parce qu'elle peut suggérer de se référer au dictionnaire ancien du français, en particulier Furetière, 1690, et dans lequel on rencontre la définition assez troublante pour nous de l'histoire comme description, narration des choses ou des actions comme elles se sont passées, jusque-là on n'est pas troublé, ou comme elles se pouvaient passer. Et il ajoute que le terme d'histoire désigne non seulement, je cite, la narration suivie et enchaînée de plusieurs événements mémorables qui sont arrivés en une ou plusieurs nations, en un ou plusieurs siècles, là non plus, nous ne sommes pas troublés, mais aussi les narrations fabuleuses, mais vraisemblables, qui sont feintes par un auteur. Vous voyez donc que la séparation pour Furetière et beaucoup de ses contemporains n'est pas entre l'histoire et la fable, mais elle est entre les récits vraisemblables, qu'ils se réfèrent ou non au réel, et des récits qui ne sont pas vraisemblables, qui sont invraisemblables. Ainsi entendu, évidemment, l'histoire se trouvait radicalement séparée des exigences critiques qui, à la même époque,
pouvait caractériser le travail érudit de ce que l'on appelait les antiquaires. Une opposition, en quelque sorte, entre un travail de rapport au passé qui était fondé sur une érudition morcelée, partielle, technique, utilisant l'épigraphie, la numismatique, l'archéologie, et d'un autre côté, une histoire qui était écrite comme narration, suivie et enchaînée, et qui, elle, ne reposait plus sur ces critères de la preuve érudite, mais reposait sur la catégorie du vraisemblable qui englobait à la fois les récits qui étaient liés à un passé qui fut et des récits qui étaient liés à un passé qui aurait pu être, qu'on imaginait, ou qui a été feint par un auteur, comme dit la citation. Alors on pouvait supposer, en lisant toujours Barthes, que lorsque la fiction a abandonné la catégorie du vraisemblable pour multiplier des notations concrètes destinées à lester la fiction d'un poids de réalité, ce qui est justement l'effet de réel au service de l'illusion référentielle, le contraste paradoxalement avec l'histoire devenait beaucoup plus fort, puisque, comme l'écrivait Barthes, pour l'histoire, l'avoir été des choses est un principe suffisant de la parole. Donc il opposait cette évidence de l'avoir été des choses avec les constructions du roman réaliste dans toutes ses formes, de Flaubert, de Balzac à Flaubert ou à Zola, qui lui avait besoin de construire des effets de réel pour nourrir l'illusion référentielle. Mais finalement, l'historien peut s'interroger, et s'est interrogé pour savoir si cet avoir été des choses, ce réel concret, qui est le garant de la vérité de l'histoire, est si immédiatement donné qu'il y pourrait sembler. Et là, la question vient évidemment lorsque l'on regarde quelles sont les caractéristiques d'un récit d'histoire. Il frappe immédiatement à la lecture que ces caractéristiques que l'on ne rencontre pas dans la fiction seule, sauf si elle veut imiter ou parodier l'histoire, sont la présence de citations des documents anciens, la présence de références à des sources qui sont données dans des notes, ou la présence encore de documents eux-mêmes dans des reproductions photographiques. Donc on a un discours qui est saturé de présence du passé, la référence au document, la citation du document, la reproduction du document. Et on a un discours qui est, comme l'avait bien montré de Certeau, est dédoublé, clivé, puisqu'il y a à la fois le discours au présent de l'historien, et dans ce discours de l'historien, le discours passé des documents, des sources. Et c'est une caractéristique, évidemment, que l'on ne rencontrerait pas dans un récit de fiction, même s'il est historique, sauf s'il veut donner l'impression d'être un récit d'histoire. Alors pour de Certeau, cette structure propre de la narration historique dédoublée entre une parole au présent, celle de l'historien, et des paroles du passé, celle des documents, lui permettait d'écrire, s'oppose comme historique ou historiographique le discours qui comprend son hôte, mais comprend au double sens, c'est-à-dire qui inclut et qui explique. La chronique, l'archive, le document, c'est-à-dire un discours qui s'organise dans un texte feuilleté, dont une moitié continue, c'est celle de l'historien, s'appuie sur l'autre moitié disséminée, c'est celle de l'archive ou du document ou de la chronique ancienne. Et ainsi, le discours de l'historien se donne le pouvoir de dire ce que signifie cet autre discours qui est inscrit, qui est inclus, qui est compris au double sens du terme dans le discours de l'historien. De Certeau continuait par les citations, par les références, par les notes, par tout l'appareil des renvois permanents à un langage premier, le langage de l'archive, le langage de la source, le langage du document. Le discours de l'historien s'établit en savoir de l'autre. On voit donc que la structure feuilletée, clivée du discours historique a plusieurs fonctions. D'abord, elle convoque le passé dans le discours au présent, et c'est une forme d'accréditation de la référence. Ces documents qui sont cités ou reproduits sont bien le gage, le garant de l'authenticité que quelque chose fut et qui a laissé trace.
D'autre part, cette structure clivée et feuilletée permet à l'historien de montrer sa propre compétence comme maître des sources, comme maître de l'explication, comme capable de produire une compréhension du passé qui n'était peut-être pas accessible ou perceptible ou partagée par les acteurs même de ce passé. Et donc, du coup, il y a là un élément de la rhétorique de la preuve chez les historiens qui doit emporter la conviction du lecteur. Ce qui m'avait intéressé souvent, c'est de voir les textes de fiction qui non seulement s'emparent du passé comme objet, comme matière, mais qui s'emparent des techniques de la preuve historique afin de produire non pas des effets de réel, mais d'être perçus comme des discours d'histoire, avec une ambiguïté, soit pour duper, tromper le lecteur qui va prendre au pied de la lettre cette imitation d'histoire, soit au contraire pour jouer avec un rapport ironique et distancié, ludique avec le lecteur. On pourrait évidemment citer beaucoup de textes littéraires qui se sont emparés de ces techniques de la preuve, de ces critères d'accréditation du discours historique, en particulier toute la lignée des biographies imaginaires. Et celle qui m'avait toujours paru pousser au plus loin, cette capture des documents ou des techniques propres à l'histoire pour donner une illusion d'histoire, et avec cette ambiguïté de tromper ou d'amuser. C'est une biographie d'un peintre catalan, Josep Torres Campalans, par l'écrivain espagnol, mais après la guerre civile devenu mexicain, Max Aub, publié en 1958 à Mexico, Josep Torres Campalans. Et il s'agit d'un peintre imaginé, d'un peintre imaginaire, et dont la biographie est écrite par Campalans en s'appuyant sur toutes ces techniques qui normalement accréditent un discours de vérité sur le passé. Par exemple, la photographie. On voit Campalans avec ses parents, ou Campalans avec son meilleur ami qui était Pablo Picasso, qu'il avait rencontré à Barcelone. On trouve les citations de fragments d'entretiens dans la presse parisienne d'avant la guerre de 14 donnés par Campalans. On trouve les témoignages recueillis par Max Aub avec des contemporains de Campalans. On trouve aussi ce qui va plus loin dans cette capture de l'attestation historique. On trouve à la fois la transcription du Quaderno Verde, du cahier vert que Campalans avait supposément tenu pour noter ses impressions, ses émotions, ses visites, et surtout, on trouve les œuvres elles-mêmes reproduites dans le livre, et les œuvres qui ont été peintes évidemment par Max Aub lui-même. Et du coup, là, ce livre-là, qui pousse le plus loin que je connaisse cette capture des documents et des preuves historiques, avait dans son temps, et pour Max Aub, ça s'écrit A-U-B, avait dans son temps une volonté de critique ironique de l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'il mettait en scène, et pour s'en moquer, l'explication de l'œuvre par la biographie, ou bien la contradiction profonde des notions que les historiens de l'art aiment à utiliser, d'un côté celle d'influence et de l'autre côté celle de précurseur. On voyait en lisant les notices des tableaux de Max Aub qu'il était à la fois influencé par tous les peintres du XIXe et du début du XXe siècle, mais en même temps qu'il avait peint le premier tableau cubiste, le premier tableau abstrait, le premier tableau à la manière de Picasso, etc. Et donc il y avait un jeu qui était avec ces contradictions, et puis aussi des jeux sur les intentions secrètes des œuvres, sur les techniques de l'attribution. Aujourd'hui, évidemment, le contexte de lecture du livre de Aub serait un peu différent, c'est-à-dire il montre à la fois la fragilité de la distinction entre l'histoire et la fiction, puisqu'une fiction peut enrôler à son service la photographie ou l'objet lui-même, et donc basculer le faux du côté de la preuve,
Donc il montre cette fragilité comme dans une sorte de mise en garde. Et en même temps, il montrait aussi que les partages entre l'invention littéraire et le savoir historique pouvaient être indiqués dans son texte lui-même. Par exemple, c'est à l'occasion du 350e anniversaire de la publication de Don Quichotte que Max Aub rencontre le peintre Campalans au Mexique, au Chiapas, à San Cristóbal de Chiapas. Donc, un jeu qui était aussi avec la reprise dans le prologue disait-il, le prologue qui est le modèle absolu, c'est-à-dire celui du Quichotte. Donc on est bien là dans le domaine d'une fiction qui se donne comme telle, même si elle imite la réalité. Et il y avait par exemple un épigraphe, Como puede haber verdad sin mentira, comment peut-il y avoir de vérité sans le mensonge? Mais donc le mensonge au service de la vérité, ce qui permettait de rappeler à Aube l'écart qui sépare un discours de connaissance d'un discours de fable. L'écart entre un discours qui s'empare d'une réalité qui fut et des référents imaginaires qui peuvent être d'autant plus troublants ou puissants pour effacer la frontière s'ils sont maniés avec ces mêmes techniques, ces mêmes preuves, ces mêmes documents que l'on rencontrerait dans un discours d'histoire. Donc du coup, le livre peut être déplacé de son premier espace, c'est-à-dire celui de la raillerie contre certaines catégories de l'histoire de l'art, dans un deuxième espace qui est celui de l'intérêt contemporain des historiens pour les faux et les falsifications, à la fois puissantes, puisqu'elles ont trompé, mais en même temps décelées, puisque sinon on ne considérerait pas que ce sont des faux. Et donc la puissance de connaissance du discours d'histoire peut être renforcée par les analyses qui ont été faites par Anthony Grafton, par exemple, ou Carlo Baroja pour l'Espagne, des falsifications historiques. Alors je vais conclure cette première heure avec la dernière raison qui peut faire vaciller la distinction entre histoire et fiction, littérature ou mythe, leur proximité à la fois séduisante mais dangereuse. Et cette dernière raison, elle est très liée avec l'histoire la plus contemporaine, c'est-à-dire la transformation à la fois des politiques, la résurrection ou la création de nouveaux États-nations, ou qui se prétendent comme tels. Et puis elle est liée aussi avec les besoins, les exigences existentielles d'affirmation de communautés, d'identités ou de minorités qui ne sont pas nécessairement nationales. Et donc du coup, qui s'appuie sur une écriture du passé qui peut être souvent une réécriture, qui se met à distance, volontairement ou non, du savoir ou de l'apport d'une histoire contrôlée. Eric Hobsbawm a souvent attiré l'attention sur cette question, en particulier dans un article qu'il avait appelé « L'historien entre la quête d'universalité et la quête d'identité ». Si on entend par là universalité comme un savoir universellement contrôlable, parce que ses critères de preuve sont objectifs, et d'autre part, un rapport au passé qui vient cimenter, fonder, nourrir des identités. Et l'on voit qu'il y a là une tension entre des revendications qui peuvent être le plus souvent très légitimes et qui s'appuient sur des passés, mais des passés construits ou reconstruits, et de l'autre côté, une opération historiographique qui, parce qu'elle se situe dans l'espace, dans l'horizon épistémologique d'une connaissance qui peut être prouvée et authentifiée, peut être source de blessures, de désarroi ou de critiques pour ces histoires de la mémoire. On a donc là une tension très forte que vous pourriez voir, en particulier dans des cas où l'exacerbation de ce passé mis au service d'une reconquête ou d'une conquête ou d'une affirmation d'identité, et d'identité souvent et longuement opprimée, et d'autre part des revendications d'une scientificité de l'histoire qui peut être déception, ou qui peut être blessure, est particulièrement forte. Ce serait le cas, par exemple, aujourd'hui en Espagne. Donc on voit que, pour terminer, on a ici, dans cette mise en place par laquelle j'ai voulu commencer, à la fois une affirmation
de distinction entre histoire et mémoire, histoire et fiction, mais que ces distinctions sont jamais que de l'ordre de l'évidence. Elles n'ont d'évidence ni historique, on l'a vu avec la définition de l'histoire au XVIIe siècle, et elles n'ont pas non plus d'évidence théorique ou rhétorique, puisque des procédés peuvent être communs entre les unes et les autres. On a donc là une première leçon importante. La deuxième leçon, c'est évidemment que la nécessité d'approfondir ce que j'ai appelé souvent dans cet exposé des critères de vérité, des critères d'authentification, des critères de preuve de l'histoire, puisqu'il y a évidemment une donnée essentielle qui peut distinguer ces critères de vérité lorsqu'on parle d'histoire, et peut-être des sciences humaines et sociales, de critères de vérité lorsqu'on parlerait d'autres sciences, des sciences de l'observation ou des sciences mathématisées. C'est le fait qu'à l'intérieur de l'emploi des critères de preuve techniquement validés, les interprétations peuvent être plurielles. C'est là sans doute une des tensions les plus fortes pour, d'un côté, maintenir qu'il y a des critères objectifs qui permettent de récuser certaines interprétations, pas seulement les faux et les falsifications, mais des constructions historiques qui ne répondraient pas aux critères qui peuvent justifier une interprétation historique en rapport avec un savoir déjà là, en rapport avec la logique et la cohérence de la démonstration, en rapport avec les modes de lecture et d'interprétation des sources. Donc il y a une puissance de récusation qui va au-delà de la dénonciation des faux et des falsifications. Mais en même temps, cette puissance de récusation ne va pas au point de penser qu'il n'y a qu'une seule interprétation historique à un moment donné pour un phénomène donné qui respecterait les critères que je viens d'énoncer. Et donc la tension entre la pluralité des interprétations à l'intérieur d'un espace de critères de validation qui permettent de récuser celles qui seraient en déséquilibre ou en rupture par rapport à ces critères est sûrement une des questions les plus préoccupantes épistémologiquement pour l'histoire et les autres sciences humaines et sociales. Mais, et c'est mon dernier mot pour cette première heure, je pense qu'on doit en principe définir cette distance, accepter cette distance entre un savoir critique et une reconnaissance immédiate, entre une connaissance contrôlée et une production de l'imagination, dans la mesure où fonder la réflexion sur cette distance permet de comprendre à la fois un long processus historique, c'est-à-dire comment l'histoire s'est émancipée par rapport à la mémoire, et les exemples que l'on va prendre sur le XVIe, XVIIe, avec l'écriture des chroniques comme forme d'histoire qui sont un matériau pour la fiction, pourraient le montrer. Et d'autre part, cela permet de comprendre aussi comment, dans la plus longue durée, se sont établis des rapports parfois successifs ou parfois simultanés entre l'histoire et la fable. On a vu que le passage de la catégorie du vraisemblable qui faisait que le vrai n'était pas nécessairement vraisemblable, citation de Corneille pour le Cid, ou que le vraisemblable pouvait être considéré comme histoire alors même qu'il ne se référait pas à des événements qui étaient advenus. Le passage de cette catégorie-là à une distinction nette entre les effets de réel de la fiction et d'autre part le savoir scientifique de l'histoire peut aussi s'inscrire dans ce principe de la distinction que j'ai suggéré. Alors donc, dans la deuxième partie de cette première séance, je vais m'attacher à un exemple particulier de ce travail de la fiction sur l'histoire. On peut donc peut-être prendre 5 minutes de pause, qui sont souvent considérées comme nécessaires